Bien, merci. Merci et félicitations au comité d'organisation d'avoir choisi ce thème d'avenir des neurosciences pour l'associer à la célébration du centenaire de Gilbert Durand. D'abord parce que cela aurait ravi l'intéressé. Madame Durand nous a expliqué tout à l'heure pourquoi, mais aussi à titre plus personnel parce que vous venez de le rappeler. Il y a 10 ans, j'avais eu le plaisir d'accueillir à Grenoble 2 chercheurs en sciences cognitives qui ont été la première cheville ouvrière d'un axe de recherche que nous avons poursuivi tout au long de mon mandat. Quels sont, non? Ces deux enseignants-chercheurs sont Marie-Agnès Cathiard et Christian Abry. Je tiens à les mentionner. Ils ne sont pas présents dans le colloque, mais ils sont présents par l'intermédiaire de l'un de leurs disciples, Fabio Armand, que nous aurons le plaisir d'écouter demain. Alors, ma contribution sera modeste. J'ai dû d'ailleurs un petit peu modifier le titre pour tenir dans l'espace des 30 minutes. Elle doit beaucoup aux travaux de Marie-Agnès Cathiard et Christian Abry et à leurs réflexions. Et bien sûr, je serai responsable seul des éventuels infléchissements peut-être moins pertinents que ceux qu'ils auraient pu apporter eux-mêmes sur ce sujet. Alors voilà donc le thème que j'ai, disons, un peu rétréci pour tenir dans les temps. L'imaginaire durandien à l'épreuve des neurosciences. Je prendrai un cas précis pour éviter de me perdre dans des généralités que vous ennuierez au bout de 5 minutes. Je parlerai du régime mystique de l'imaginaire. Alors, le but, c'est d'essayer de faire un petit peu un bilan des structures anthropologiques sur cette question. Je parle de l'ouvrage, évidemment, des années 60, de voir où Gilbert Durand s'est arrêté en 1960 avec les moyens du bord, comme on a dit tout à l'heure, et où il faudrait reprendre peut-être la question avec les nouveaux moyens dont nous disposons aujourd'hui. Alors, je vais commencer par deux citations un peu provocatrices. L'une de Lévi-Strauss qui date de 1986. Le problème insoluble, disait-il, de ce qu'on appelle par imposture les sciences humaines et sociales, c'est qu'elles ne détiennent pas les réponses définitives ou dernières. Nous travaillons à la surface des choses, par derrière. Il y a des réalités plus profondes d'ordre neurologique et biologique. À cela fait écho une autre réflexion d'un célèbre mythologue français, dans l'Académie française comme le précédent, en lui posa un jour la question, mais il s'agit de Georges Dumézil, on lui demanda un jour à quoi sert votre œuvre? Et l'intéressé répondit « À rien, je professe que les sciences sociales ne sont pas mûres. Quand on saura comment fonctionne le cerveau, on pourra savoir comment les gens évoluent. Mais jusqu'à ce qu'on le sache, point de suspension. » Alors voilà, le cadre de provocation étant posé, et en même temps, le thème de la réflexion que je vais suivre un petit peu aussi, je vais donc maintenant vous parler du régime mystique de l'imaginaire, ou du moins, il faudrait peut-être d'abord s'interroger sur le sens du mot. Comprenons que mystique, ici, les mystiques sont des personnes qui ont eu des relations ou des accès privilégiés aux mystères et vérités supérieures à la raison, et en particulier dans le domaine religieux. Or, parmi les personnes qui ont ce genre d'accès, il y a des malades qui, depuis l'Antiquité, ont été considérés comme subissant ou victimes d'un mal sacré. Je veux parler des épileptiques. Je commencerai par un conte fantastique, illustré par cette petite image. « Maître, je t'ai amené mon fils, qu'un démon a rendu muet. Quand ces crises le prennent,
N'importe où, il le renverse à terre et l'enfant se met à écumer et à grincer des dents. Et il devient tout raide. Dès qu'il vit Jésus, le démon secoua l'enfant de convulsions. Jeté à terre, il se roulait sur le sol, l'écume aux lèvres. Jésus se mit à invectiver le démon. « Esprit qui rend sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne reviens plus en lui. » Avec des hurlements et des contorsions, le démon sortit et l'enfant fut guéri. Fin de la citation. Tout est mal qui finit bien. L'épilepsie est un haut mal de nature démoniaque. Un esprit malin a pris possession du corps. Il suffit de l'exorciser par des formules et des prières. C'est la vieille médecine par les formules des Indo-Européens, les deux autres étant la médecine par le couteau et la médecine par les plantes. Un conte freudien va venir en écho à cette... Un conte freudien va venir en écho à cette évocation d'un épileptique. C'est celui qui nous est rapporté par Freud. Le 29 août 1677, un peintre bavarois nommé Christoph Heitzmann fut saisi dans l'église de Pottenbrunn, en Basse-Autriche, de terribles convulsions. Lorsqu'elles se renouvelèrent les jours suivants, le curé l'examina, lui demanda ce qui le tourmentait et s'il avait par hasard entretenu un commerce défendu avec le diable. Le patient avoua qu'en effet, 9 ans auparavant, à une époque de découragement artistique et d'incertitude sur ses ressources, il avait cédé aux sollicitations du diable qui était venu 9 fois le tenter. Le peintre s'était engagé par écrit à lui appartenir corps et âme, et à l'expiration de cette période, l'échéance approchait, elle tombait le 24 du mois suivant. Le malheureux se repentait, était persuadé que seule la grâce de la Mère de Dieu, la Vierge de Mariazell, où il fut emmené en pèlerinage, pourrait le sauver, en forçant le diable à lui rendre le pacte signé de son sang. Alors l'interlocuteur de Freud qui lui rapporte les faits est frappé par la ressemblance de cette histoire avec le mythe de Faust. Il aurait plutôt dû dire que l'histoire provenait en ligne droite d'un célèbre drame théâtral du XIIIe siècle, le miracle de Théophile de Rudebeuf. L'histoire bien connue est sculptée au portail nord de Notre-Dame de Paris. Donc, la voici, un moine en malle d'argent rend hommage au diable. Il obtient du démon, grâce au démon présent sur l'image, vous voyez à gauche, il obtient sa promotion, mais aussitôt il est saisi de peur par ce qui va lui arriver, puisqu'il avait promis de donner son âme au diable, n'est-ce pas? Donc à droite, il implore la Vierge, et la Vierge, voici, ici, va exterminer le démon. C'est exactement l'histoire du miracle de Théophile. Et Freud, probablement pas très regardant sur la source de ce récit que lui a rapporté un témoin, le prend pour argent comptant. Bon. Et il apporte évidemment son explication psychanalytique. Pour nous, les démons sont des désirs mauvais, réprouvés, découlant d'impulsions repoussées, refoulées. Nous écartons simplement la projection que le Moyen-Âge avait faite de ces créations psychiques dans le monde extérieur. Nous les laissons naître dans la vie intérieure des malades où elles résident. Évidemment, avec ce postulat, Freud a fondé une gnose psychanalytique qui a envahi tout le champ culturel, y compris encore la nouvelle critique littéraire de la fin du XXe siècle, ce que j'ai connu à l'université. Et qu'on connaît encore un petit peu aujourd'hui. Elle se tarit de nos jours parce que la rengaine est un peu usée. La psychanalyse, c'est toujours un petit peu la même chose, disait Michel Serres. La solution existe toujours avant le problème. En vérité, elle s'applique à quelque sujet que ce soit et elle ne trouve jamais rien de nouveau. Elle ne fait que retrouver et ressasser ce qu'elle sait depuis le grand prêtre Sigmund.
La méthode Coué fait le reste, et au bout du compte, comme selon la formule célèbre, dans le meilleur des mondes freudiens possible, les névrotiques font des châteaux en Espagne, les psychotiques croient qu'ils y habitent et les psychanalystes encaissent les loyers. On accordera toutefois à Freud une avancée notoire dans la compréhension de l'épilepsie. Le diable n'existe pas et n'explique rien. Il est une projection du psychisme. En disant cela, remarquons-le, il ne faisait que redécouvrir une idée hippocratique 25 siècles plus tard, lorsque Hippocrate, au 5e siècle avant notre ère, refusait le titre de mal sacré à l'épilepsie, dont il situait l'origine dans le cerveau. Il me semble que l'épilepsie n'est pas plus divine ni plus sacrée que d'autres maladies, mais qu'elle est due à une cause naturelle comme d'autres affections. L'homme considère sa nature, celle de la maladie, et la croit divine à cause de son ignorance et de sa crédulité. De nos jours, l'épilepsie est reconnue comme une maladie du cortex et sa cause ne réside plus dans d'invraisemblables pulsions inconscientes. On en a désormais la preuve expérimentale. Alors après ces deux récits qui nous ont aidés un petit peu à voir une évolution dans la compréhension de l'incompréhensible, voici un récit neurologique de 2002. Il s'agit des observations d'Olaf Blanke sur l'épilepsie. Alors, il y a donc le neuropsychiatre donc Olaf Blanke et ses collaborateurs décrivent en 2002 un traitement appliqué à 6 patients épileptiques pharmacorésistants pour lesquels il fallait procéder à une lobotomie du foyer épileptique. Alors, pour déterminer ce foyer, ils implantèrent des électrodes dans le cerveau, ce qui est totalement indolore puisque cet organe ne possède aucun capteur sensitif, et ils observèrent par électroencéphalogramme et imagerie cérébrale les régions corticales suspectes. Ils enregistrent ainsi des données qu'il serait impossible d'obtenir autrement en stricte déontologie médicale. Au contact des électrodes, les patients décrivirent des phénomènes d'autoscopie, des hallucinations résultant de la modification de perception de son propre corps, comme la sensation d'être en dehors de son corps. Ils se sentaient localisés au plafond et voyaient d'en haut leur propre corps rester au sol. Selon la localisation du foyer épileptique dans le cortex, les patients purent décrire aussi la présence d'un alien dans leur dos, symptôme bien documenté par ailleurs en schizophrénie. En contexte chrétien, tout cela s'appellerait le diable. Attaque du démon, n'est-ce pas? Et point n'est besoin d'avoir des électrodes dans le cerveau pour faire une expérience d'autoscopie ou se croire persécuté par un alien démoniaque. La consommation de drogue, un stress ou une fatigue intense, une faim, une soif extrême, une transe chamanique, ou même titre que les lésions cérébrales peuvent entraîner ces phénomènes à des degrés divers. Et régulièrement, l'actualité reste émaillée d'histoires de possession démoniaque, comme cette information de l'AFP recueillie auprès de sources policières et publiée à 12h33 le 25 décembre 2020. Une femme a tué de plusieurs coups de couteau son neveu de 10 ans et grièvement blessé sa petite nièce dans la nuit de Noël à Limay, dans les Yvelines. La fillette a été transférée en urgence absolue à l'hôpital. La tante de 38 ans, qui a expliqué être possédée, a été placée en garde à vue et hospitalisée. Coïncidence des faits avec la date de Noël qui réactive curieusement et probablement très involontairement le massacre des innocents. Alors, il y a aussi d'autres apparitions, d'autres phénomènes qui s'apparentent à des possessions. Par exemple, cette mystique qui s'appelait Marthe Robin, mystique hystérique, qui recevait des visions de la Vierge et du Christ et qui
vivait avec une encéphalite léthargique depuis l'âge de 16 ans. Quant à la nuit de feu de Blaise Pascal, du 23 au 24 novembre 1654, elle témoigne un célèbre mémorial. On a réalisé l'autopsie du cerveau de Pascal après sa mort, et on s'est aperçu qu'il avait ce qu'on appellerait maintenant un hémangiome, c'est-à-dire une malformation vasculaire à court-circuit artério-veineux d'origine génétique, et qui pourrait expliquer cette nuit de feu, hein, cet éclair qu'il a eu, qui pourrait être aussi d'ailleurs tout banalement un simple AVC. Hein, bon. Alors, comment expliquer qu'on puisse avoir tantôt des apparitions du diable, tantôt des apparitions d'un alien, tantôt des apparitions plus recommandables, je dirais, avec le Christ, le Dieu en personne. Ici, un deuxième récit neurologique va nous aider à aller plus loin encore. Il s'agit d'observations réalisées en 2016 par l'équipe du professeur Shahar Arzi, donc de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a enregistré la conversation délirante d'un épileptique en pleine transe mystique à partir d'une vidéo avec électroencéphalogramme du temporal droit. Alors qu'il était couché, voici le récit donc de l'attitude, de la position et des réactions du patient lorsque ça s'est produit. Alors qu'il était couché dans son lit, le patient s'est brusquement gelé et a regardé le plafond pendant plusieurs minutes, déclarant plus tard qu'il sentait que Dieu s'approchait de lui. Il a alors commencé à chanter tranquillement des prières, à chercher sa kippa et l'a mise sur sa tête, chantant les prières à l'excès. Puis, brusquement, il a crié « Et vous êtes Adonai », nom de Dieu en hébreu, vous êtes Adonai le Seigneur, déclarant plus tard que Dieu lui avait révélé et ordonné d'apporter la rédemption au peuple d'Israël. Donc, voici l'imaginaire mystique à l'œuvre, en pleine manifestation, si je puis dire. On ne peut pas faire mieux hein, sur le plan de l'observation. Il a été filmé, enregistré d'une manière très scientifique et indiscutable. Et dans le cas du patient qui avait été enregistré, donc on a suivi sur l'électroencéphalogramme cette activité corticale, et on s'est aperçu que tout cela se produisait à un endroit bien précis du cortex. Le centre générateur de cette activité mystique fut localisé dans le cortex préfrontal gauche, ici marqué sur le PowerPoint. Autrement dit, l'adresse de Dieu ou du diable, lorsqu'ils se manifestent, lorsqu'ils sont vivants, lorsqu'ils se manifestent à nous, se trouve dans le cortex préfrontal gauche. Alors, j'ai repris les structures anthropologiques de l'imaginaire, et lorsque je suis tombé sur le régime mystique, donc dans mon édition, hein, c'était page 307, c'est l'ancienne édition, Gilbert Durand avoue son embarras à parler de symptômes épileptoïdes à partir du régime mystique. Et c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit, parce que la neuropsychiatrie, maintenant, nous en apporte les preuves. Alors, je voudrais essayer de partir de ces observations. Alors, bien sûr, ce que je viens de dire à propos des épileptiques, des apparitions démoniaques et autres manifestations du surnaturel est abondamment illustré dans les arts, dans la littérature, et nous avons ces témoignages
Là, ici, une tentation de Saint-Antoine célèbre, celle de Matthias Grunewald. Celle-ci, je crois que c'est la tentation de Saint-Antoine de Lisbonne, pour faire un petit peu un clin d'œil à nos amis portugais. Et puis, au niveau de la littérature, évidemment, le Horla de Maupassant, œuvre qu'il n'est pas besoin de présenter. Et j'ai aussi trouvé cette citation de Gilbert Durand qui date de 1969. Il disait, alors il parlait des champignons hallucinogènes, hein, mais on peut aussi comprendre aujourd'hui qu'on pourrait dire la même chose exactement de la biochimie du cerveau. S'ouvre par ces expérimentations l'exploration nouvelle des rapports de l'image et de ses substrats physico-chimiques et physiologiques. Donc, il était bien conscient du problème, mais qu'il s'agisse de réduire l'image à un épiphénomène des transformations, qu'il s'agisse de réduire l'image à un épiphénomène des transformations physico-chimiques, mais bien de faire apparaître que l'image a besoin d'une cause occasionnelle pour se développer. Eh bien, l'image, la cause occasionnelle pour l'épilepsie, donc, nous la tenons. Alors, maintenant, deuxième partie de mon exposé, à partir de ces exemples, à partir de ce trajet un peu de plus en plus profond dans le psychisme, trajet aujourd'hui accompli et possible par la neuropsychiatrie, en particulier la neurobiologie, neuroanatomie, etc., etc., je voudrais montrer un peu tout ce qui apparaît de nouveau par rapport à ce que j'ai appelé l'imaginaire psychosomatique de Gilbert Durand, à travers sa fameuse formule qui est selon laquelle notre imaginaire trouverait son origine dans des réflexes posturaux. C'est la base de toute la classification isotopique des images. Tout ceci nous a été rappelé ce matin. Et je vais revenir sur un point qu'évoquait ce matin Madame Chawine-Durand, c'est le rapport à Bechterew, donc comme ça qu'il faut prononcer, qui qui nous laisse comprendre, enfin nous fait apercevoir les soubassements scientifiques pré-neurologiques, on va dire. Vous comprenez pourquoi je dis pré-neurologique tout à l'heure, de la théorie de Bechterew. Alors, ce neurologue et neuropsychiatre russe, donc 1857-1927, son nom exactement c'est Bechterew, c'est le X cyrillique se prononce CH. Alors souvent on dit Bechterew, mais c'est faux, il faut dire Bechterew, quelque chose comme ça. Il est mort, le pauvre, en prison à 70 ans, quelques jours après avoir diagnostiqué une paranoïa sévère chez Staline. Je précise que la femme et le fils seront envoyés en camp quelques mois plus tard aussi. Alors, Bechterew plus exactement, avait décrit certaines structures du tronc cérébral. Alors, en particulier ici, qu'on appelle le tronc cérébral, vous voyez la formation réticulée, mais aussi la voie spino-cérébelleuse, c'est-à-dire ce qui va de la colonne vertébrale jusqu'au cervelet, qui s'appelle parfois, chez certains, la colonne de Bechterew. Il avait souligné le rôle de cette structure-là dans la proprioception des membres en particulier. Mais donc, cela avait donné à Gilbert Durand, avec d'autres sources évidemment, et j'oubliais de rappeler aussi qu'il avait découvert le rôle de l'hippocampe, Bechterew, avec une intuition qui ne sera reprise et confirmée qu'un demi-siècle plus tard, avec Brenda Miller, fondatrice de la neuropsychologie. Donc, en fait, Gilbert Durand se fondait sur la neurobiologie balbutiante des années 20 pour construire, 40 ans plus tard, sa théorie d'un imaginaire psychosomatique. Il travailla sur l'idée d'une corporéité informant l'imaginaire individuel. Il y a, disait-il, une étroite concomitance entre les gestes du corps, les centres nerveux et les représentations symboliques. Ce disant, il s'arrêtait probablement devant la porte du temple
qu'est le cortex, car il ignorait le rôle exact des connectomes, des réseaux de neurones, et il s'en tenait peut-être à ce qu'on pourrait appeler une réflexologie encore un petit peu de primate. Et on sait bien que l'essor de l'humanisation par rapport aux primates et par rapport à l'ancêtre commun des les hominini, n'est-ce pas, hein, qui se trouve sur ce schéma. C'est ce qui fait l'évolution de la lignée humaine par rapport aux primates, c'est le formidable développement du cortex par rapport en masse et évidemment en taille. Ramener donc la formation de l'imaginaire et des images à ces seuls réflexes posturaux est aujourd'hui évidemment insuffisant. Ça renvoie un petit peu à l'animal-machine du XVIIe siècle. La genèse de l'imaginaire apparaît aujourd'hui bien plus complexe, car elle engage l'ensemble du système nerveux avec le cortex dans le rôle d'organe intégrateur. Le cortex étant parcouru de connectomes en interaction constante dans la vie psychique, de multiples réseaux de connexions neurales reposant sur un circuit intégré, donc, par lesquels passe un influx électrique unidirectionnel résultant d'échanges biochimiques. Surtout, ce cortex se ramifie dans l'ensemble du système nerveux, non seulement le système nerveux central, mais tout le système nerveux périphérique, et ce qui nous comprend évidemment maintenant une explication des phénomènes corticaux beaucoup plus compliquée. La vision d'un imaginaire, disons, uniquement postural ou psychosomatique ne résiste pas aujourd'hui aux observations de la neurobiologie. La formation de notre imaginaire ne résulte pas de réflexes posturaux, mais d'une diversité d'expériences sensorielles, corporelles et langagères, des interactions multiples de nos connectomes et de nos échanges avec le monde extérieur. Il ne faut pas attendre, pour l'instant, il me semble, de la neurophysiologie, une hypothétique science de l'imaginaire qui reposerait sur une néophrénologie, c'est-à-dire avec une aire qui correspondrait par exemple à un archétype tel que les définit Durand. Enfin, oui. Par contre, elle est en passe de poser une nouvelle carte corticale avec l'exploration des connectomes et de ce réseau sensorimoteur à partir desquels l'imaginaire s'active. Dans les connectomes se forment les images mentales, ensuite verbalisées. Donc il y a la production des images et ensuite leur expression, qui peut être pas simplement verbale, mais qui peut être picturale, gestuelle, etc. Il est même aujourd'hui possible de les provoquer expérimentalement, comme le prouve l'expérience de Blanke, que j'ai citée tout à l'heure. Ce qui prouve bien que c'est le cortex qui active l'imaginaire. On ne pourra peut-être pas, dans l'immédiat, on trouvera peut-être un jour, je dirais, dans ces connectomes, le substrat physiologique d'archétypes qui se verbalisent différemment selon les cultures et les civilisations, mais qui sont inhérents à notre hominisation. Mais il faut dire que pour l'instant, c'est encore un petit peu de la neurofiction. S'il y a un pôle neural générateur d'imaginaire mystique, comme le montre l'expérience de Shahrazad, son rôle effectif ne se comprend et s'analyse qu'en fonction d'autres pôles qui lui sont connectés. Dans le cortex, tout fonctionne en réseau. Dans le cas de l'épileptique israélien, un connectome a relié le lobe temporal droit du site épileptique et le cortex préfrontal gauche où s'est activée la psychose. Donc, c'est la connexion entre la crise d'épilepsie et l'hallucination divine, qui ne repose pas sur une causalité surnaturelle, mais qui est un phénomène donc typiquement cortical. Je précise qu'aussi, pour le langage en particulier, on peut définir un circuit, un connectome temporopariétofrontal des contrôles de la parole, ici symbolisé sur l'écran, ce qui prouve bien qu'on n'est pas dans une sorte de néophrénologie, tout fonctionne en réseau. Et d'autre part, le
cerveau n'est pas simplement un organe intellectuel, si je puis dire, il gère aussi les sensations, les émotions, grâce à tout le système nerveux périphérique. Donc, les deux expériences neurologiques que j'ai citées s'approchent des modalités neurales de formation des images. Elles ne sont pas générées dans une aire précise, mais résultent de cette interaction des connectomes que j'ai évoquée. Dieu, d'un côté, le patient israélien, Satan de l'autre, pour les cas que j'ai évoqués, sont solubles dans les capteurs de cette zone basse de, je ne l'ai plus, de cette zone basse de notre cortex, qui est la zone préfrontale gauche. Excusez-moi, voilà. Donc, le régime mystique de l'imaginaire doit être probablement, s'il existe, redéfini, ne peut s'agir uniquement d'une dominante digestive avec ses adjuvants synesthésiques, thermiques et ses dérivés tactiles, olfactifs, gustatifs, mais probablement bien d'autres facteurs encore. Donc, on voit bien qu'on est aux antipodes ici d'une conception uniquement pavlovienne, qui apparenterait l'imaginaire, l'animal humain plutôt, à un animal machine. On est dans un système très, très ouvert et qui nous amène à reposer cette question des causes occasionnelles de l'imaginaire. Alors, j'en arrive à ma conclusion ici. Pardon. Que conclure de ce bref aperçu? D'abord que je file un mauvais coton, comme disait Gilbert Durand, que nous sommes ici dans des zones compliquées qui m'amènent à vous avertir d'éviter de vous promener dans les plis de votre cortex préfrontal gauche, parce que ceux qui les ont rencontrés en vrai les ont trouvés à cette adresse. Ceux qui ont rencontré ces créatures que j'évoquais, Dieu et Satan, les ont rencontrés là, à cette adresse, mais on ne sait jamais lequel d'avance on rencontrera. D'autre part, que les structures anthropologiques de l'imaginaire étaient certainement, j'ai eu l'impression d'être très critique dans mon propos, mais ils étaient certainement dans le sens de l'histoire. Ça, c'est une évidence, parce qu'elles portent l'empreinte de savoir qui, même s'ils sont aujourd'hui révolus, sont dépassés par les apports de la neurophysiologie, mais aussi par la biochimie du cerveau, mais ils posent, Gilbert Durand posait bien les bonnes questions. Les structures anthropologiques de Gilbert Durand ont peut-être vécu un peu, mais en tant que telles. Et leur auteur, je dois l'avouer, pour en avoir un peu parlé avec lui, était passablement fatigué qu'on le ramène sans cesse à son essai de 1960. Il estimait qu'il avait fait bien mieux par la suite. Mais il reste que son travail apporte toujours de belles intuitions à qui sait les utiliser avec intelligence, et pour les littéraires comme moi, cela signifie pouvoir les valider avec aussi de la philologie. Ce n'est pas impossible, et c'est même souvent très intéressant. Je voudrais finir sur un dernier point, que Gilbert Durand reste, pour finir, un grand anthropologue du XXe siècle, malgré l'usure universelle des idées dont nous sommes ou serons tous victimes. Son œuvre reste essaimée d'intuitions, voire de prémonitions épistémologiques qu'on a encore aujourd'hui intérêt à reprendre et approfondir. Mais c'est peut-être sur l'apport maïeutique de Gilbert Durand que j'aimerais conclure. Et à ce sujet, je ne peux pas faire mieux que reprendre des propos de Françoise Bonnardel et Henri Vermorel, que je contresigne volontiers. Il a aidé chacun de nous à se différencier étant ici en italique. Il a aidé chacun de nous à se différencier de lui-même d'abord, et de ce qui, dans notre héritage culturel propre, pouvait nous
limiter ou nous emprisonner. Merci.